Radio TLA, le 19h. Bonsoir, il est 19h et vous êtes bien dans le 19h de Radio TLA. Nous parlons danse ce soir comme tous les vendredis avec Nathalie du Théâtre L'Aragon. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Vincent. Bienvenue ce soir. Restez assis devant Radio TLA parce que c'est de ça dont nous allons parler. Nous recevons Nathalie Schulman, spécialiste de l'analyse du corps dans le mouvement dansé. Et aussi Sylvain Lamotte, danseur et chorégraphe. Et puis Christine, spectatrice du TLA, aura le mot de la fin pour nous raconter une expérience toute particulière autour de la danse et d'un spectacle. Vous êtes avec nous, vous êtes bien, vous êtes assis, alors restez là. Voici le 19h de Radio TLA. Radio TLA. Nathalie, pour beaucoup, ce confinement se caractérise par du télétravail. Nous étions et sommes encore tous donc beaucoup assis pendant cette période. C'est une contrainte de rester devant nos ordinateurs, devant Zoom, les réunions à distance. Et pourtant, cette posture nous invite à la danse, c'est ça ? Oui, alors bon, évidemment, parler de la posture assise n'est qu'un prétexte de notre part pour parler de danse, peut-être d'une manière un peu décalée. Rappelons aussi qu'être assis, c'est quand même par excellence la posture du spectateur. Dans la salle, oui. Oui, bien sûr. Alors, il n'est pas naturel de voir dans la posture assise autre chose qu'une posture du repos. Les représentations habituelles de la danse ne nous disent pas le contraire. Par exemple, quand le grand peintre Edgar Degas représente dans ses tableaux les danseuses de l'Opéra de Paris, on les voit au travail, à la barre, sur scène, mais quand il choisit de les peindre assises, on y voit toute la fatigue, les jambes écartées, le buste replié sur les genoux, la main se massant la cheville. Un repos bien mérité. Et certains chorégraphes ont pris le contre-pied de cette histoire et se sont quelque peu amusés de cette posture en la faisant danser, quitte même à intégrer une chaise dans leur création. Un élément de décor qui devient vite un véritable partenaire selon les expériences. Et oui, la chaise n'est pas nécessairement une contrainte pour danser. Souviens-toi, Vincent, l'année dernière, nous avons accueilli tout un programme du Ballet de l'Opéra de Paris autour du célèbre chorégraphe de ballet Rudolf Nureyev. Dans sa Cendrillon, un de ses pas de deux devenu fort célèbre, il utilise un tout petit tabouret rond, de ceux avec lesquels on peut tourner à 360 degrés. Et voilà que la danseuse, habituée à pivoter en arabesque sur une jambe tendue sur pointe, reste assise et profite du tournoiement tenue d'une main légère par le danseur qui l'accompagne et impulse la rotation avec grâce. Lorsqu'elle quitte définitivement son tabouret, c'est pour s'asseoir de nouveau, mais où ? Sur les épaules du danseur, qui reproduit à son tour le mouvement giratoire du tabouret et se lance lui-même dans un tournoiement infini. Toujours avec le Ballet de l'Opéra de Paris, nous avions accueilli en 2009 les danseurs étoiles Wilfried Romoli et Laurent Hiller dans un magnifique duo signé Angelin Preljocaj, intitulé Un trait d'union. Du tabouret, on passe ici au fauteuil en cuir bien confortable. Nous voici presque dans l'intimité d'un salon. Mais plutôt que d'inspirer la détente et la relaxation, il inspire à la rencontre entre ces deux hommes un corps à corps, pour ainsi dire charnel, virtuose et presque acrobatique. Le fauteuil devient un agrès de cirque et hop, les danseurs finissent la tête en bas. Alors la chaise comme agrès, c'est aussi ce qu'a fait la chorégraphe Sachinoro avec Siyas, que vous avez vu en 2017 au Théâtre Louis Aragon. Mais nous y reviendrons, je crois, au cours de l'émission avec Christine, qui viendra nous parler de cette belle expérience. Et des chaises, on peut dire qu'il y en a eu sur les scènes de la danse contemporaine. On peut citer la pièce mythique, devenue un film, d'Anne-Theresa de Kersmaeker, intitulée « Rosas danse Rosas ». Et à ce point mythique, Nathalie, qu'elle fut plagiée 30 ans plus tard par Beyoncé dans son clip « Cut Down ». Oui, exactement. Et chez Kersmaeker, on voyait des danseuses alors vissées sur leur chaise, évoquant tout d'abord quelques gestes de repos ou de lassitude, avant de s'engager dans des gestes de tête, de bras, de buste extrêmement incisifs, des mouvements de cheveux, des croisements de jambes, des retours au bassin, des ventres tenus dans un rythme lancinant. Pas étonnant que cette danse puissante et affirmée des années 80 ait tapé dans l'œil féministe de Beyoncé. Et puis, puisque l'on parle de grandes figures de la danse, je ne résiste pas à l'idée de vous évoquer une facette qui peut paraître étonnante du grand chorégraphe américain Merce Cunningham. Il a inventé une technique de danse extrêmement exigeante et produit des chorégraphies tout aussi complexes et minutieuses.
Quelle ne fut pas la surprise des spectateurs en 1958 de le voir arriver sur scène avec une chaise harnachée sur son dos. Bien sûr, il ne pouvait pas s'asseoir dessus, mais pouvait-il seulement danser? La réponse est oui. Oui, forcément. Introduisant ainsi dans son travail une bonne dose d'humour et un joli sens du détournement. J'ai une chaise sanglée sur le dos comme un grand moustique qui me pourchasse, dira-t-il tout simplement. Et puis, beaucoup plus récemment, on a vu le chorégraphe Pierre Ponviane intégrer une ribambelle de chaises à sa pièce Masse. Ici, les chaises devenaient de véritables supports pour l'émergence de gestes puis de relations entre les danseurs, un appui avant que l'on voie s'échapper les corps dans une farandole plus libre. Et alors, quand il n'y a pas de chaise, que fait-on? Eh bien, on fait un chef-d'œuvre. On pense notamment à la fameuse danse de la sorcière de 1914 de Marie Wigman, où la danseuse, assise par terre en tailleur et jambes ouvertes, campe un personnage en résonance totale avec les forces telluriques venues du sol. Ces ischions plantés dans le sol, ce sont eux qui lui servent d'appui pour faire surgir ses bras qui griffent l'espace, marquant à jamais l'histoire de la danse. Merci Nathalie. Toutes les références que vous citez, on les retrouve sur notre site ou dans la description de la vidéo. Notre première invitée maintenant. Et pour aller plus loin maintenant, notre première invitée est Nathalie Schulman, qui est spécialiste de l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Nathalie. Oui, Nathalie Schulman, bonsoir. Vous avez beaucoup enseigné l'analyse du mouvement et aujourd'hui vous intervenez particulièrement dans des projets artistiques, directement auprès de danseurs et de chorégraphes. Alors, être assis, un mot très simple, mais qui recouvre de nombreuses réalités, Nathalie Schulman. S'asseoir, est-ce une action ou une non-action? Est-ce un état, être assis, ou un mouvement? Chez les primates, l'assis prépare le saut, l'extension puissante pour bondir de branche en branche. Le bébé humain, lui, vient au monde non fini. Il lui faut un long apprentissage pour se redresser sur ses pieds. La station assise est une des étapes de ce processus. L'enfant expérimente longtemps, pourvu qu'on le lui permette, toutes sortes de situations assises au gré de ses explorations. Il varie, combine, quitte et retrouve sa posture assise qui lui offre la liberté pour ses mains et la stabilité du reste de son corps. Assis sur les talons, assis en quatrième ou slastika, assis en tailleur et même au milieu de ses genoux, position impossible à réaliser pour nombre d'adultes. On constate que ce qui caractérise l'enfant est bien ce changement de position plutôt que la position elle-même. Assis sur ses fondations, il peut, avec aisance, manipuler les objets qui l'entourent, le stimulent et le construisent. La situation assise chez l'enfant n'est qu'un épisode de sa verticalité. Elle n'est pas la plus confortable. Cependant, il est important de préciser que la position assise est colorée de culture et de tradition. C'est, pour nous, un élément de confort et de maintien, mais dans nos civilisations dites évoluées, elle conduit à une diminution de la mobilité, voire un effondrement total du corps. En vérité, c'est bien la position accroupie qui est la plus répandue dans le monde. Pour attendre le bus au Japon, pour confectionner des bijoux ou des poteries en Inde, pour faire la cuisine. Parfois, l'usage d'un petit banc très bas, comme chez les femmes bambara qui travaillent. Cette position accroupie est efficace et économique. Elle préserve la souplesse du tronc et facilite l'usage des mains. C'est d'ailleurs un test de souplesse et de force. Les hanches sont alors détendues et les articulations disponibles. Pourquoi avons-nous perdu cette position? Sans doute, le ras du sol est-il synonyme d'un niveau d'éducation dégradé, de civilisation primitive, encore de vieux préjugés sur la bienséance et la tenue sociale du corps. C'est donc sur des chaises que nous sommes contraints de vivre au volant de notre voiture ou au bureau, à table, au cinéma, au théâtre. Heureusement,
Certaines alternatives commencent à poindre et convaincre, comme s'asseoir sur un ballon. Dans certains pays du nord de l'Europe, le matériel des élèves est réfléchi et varié. Ils sont invités à changer souvent de posture pour faciliter leur concentration. Pour l'apprentissage de la danse, s'asseoir permet de faire moins d'efforts que debout. Par exemple, si nous souhaitons effectuer de grandes amplitudes de mouvements du dos, nous pouvons nous asseoir sur un tabouret et nous amuser à ployer dans tous les plans la colonne vertébrale sans perdre ni l'équilibre ni accumuler de tension inutile. La position assise facilite l'action précise des mains et la tenue du tronc. Cependant, c'est la position du bassin dans l'assise qui détermine le confort de la colonne vertébrale érigée. Enracinée dans le bassin, la colonne vertébrale peut subir un affaissement si le corps est enroulé et relâché. Par contre, si le bassin bascule vers l'avant, il conserve la courbure basse des lombaires et vivifie la tonicité et la tenue du dos. Comme chez l'enfant, ce qui va nous aider à conserver une bonne santé du dos, c'est bien le changement de position, l'alternance entre dos rond et dos creux. Bref, préserver le mouvement en fonction de nos capacités. Merci pour cet éclairage, Nathalie Schulman. On vous retrouve effectivement en tant que conseillère en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé sur la prochaine création d'Alban Richard, qu'on connaît bien ici, que les spectateurs du TLA ont vu et qui a été en résidence aussi. Sa prochaine création, elle est intitulée Three Works for 12. Three Works for 12. Yes. Bon, on passera pour l'accent anglais. Merci beaucoup, Nathalie Schulman. Nathalie, maintenant, voici un autre invité que les spectateurs du TLA connaissent bien. En effet, Vincent, nous accueillons Silver Lamotte. Silver, bonjour. Tu es danseur et chorégraphe au sein de la compagnie Lamento. Et tu étais chorégraphe en résidence pendant 2 ans au TLA, en 2018 et en 2019, dans le cadre de Territoire de la danse. On a eu l'occasion de découvrir différentes facettes de ton travail. Je pense à tes créations Ruines, Les Sauvages, L'écho d'un infini et ta façon d'explorer une certaine physicalité du mouvement. Mais j'aimerais revenir aujourd'hui sur un moment très particulier de ta résidence lié à un projet que tu as mené sur le territoire, car tu as été amené à prendre d'une certaine manière à bras-le-corps la posture assise pour mener un projet de création qui nous a tous profondément bouleversés. Vois-tu à quoi je fais allusion, Silver ? Oui, je pense que tu veux parler du foyer du Vert Galant, qui a été une rencontre qui s'est faite au cours de l'année 2019, où on a d'abord commencé à réfléchir ensemble sur la rencontre et l'expérimentation physique qu'on allait pouvoir faire ensemble. C'était très important pour moi de mêler dans ces recherches de corps les patients du foyer du Vert Galant, qui est un foyer d'accueil médicalisé, donc où les gens sont dans une certaine autonomie aussi. Donc les patients, les familles des patients et également le personnel soignant et de temps en temps les gens de l'administration aussi. Et puis pendant cette rencontre, pendant 1 an, ça a été des moments intenses pour moi. Ça m'a permis vraiment de me déplacer, on va dire grandement, sur tous les outils que je pouvais avoir moi en tant que danseur et chorégraphe. Et puis la 2e année, on a souhaité aller tous ensemble, ça a été vraiment d'un commun accord, vers une restitution, ce qu'on a appelé après un spectacle, les Poétiques insolubles, qu'on a pu restituer devant vous, devant 500 personnes au Théâtre Louis Aragon, et qui a été un moment intense pour eux, mais beaucoup pour nous aussi, parce que ça a été un grand moment où justement on a essayé de lutter contre cette invisibilisation des corps. Et finalement, c'était des gens qui côtoyaient Tremblay, puisque le foyer se trouve à, on va dire, 400 mètres, je crois, du théâtre Louis Aragon, et de leur ouvrir les portes, de pouvoir en fait les mettre sur scène aussi. Ça a été, je pense, très important pour eux. Et toi, dans le travail chorégraphique avec eux, il y a la question de l'assise, de l'appui sur le fauteuil, de la mise en espace et également la question du porté. Alors, effectivement, moi, la figure du porté, elle m'intéresse vraiment dans l'absolu. Et en fait, au foyer du Vert Galant, je me suis, on va dire, confronté à des gens qui étaient parfois très empêchés
avec une mobilité très réduite. Donc la posture assise était vécue comme une chance, en fait, souvent en fauteuil électrique. Et donc, ce que vous pouvez voir à l'écran notamment, ça a été de comment les incorporer dans des portées, dans le fait de pouvoir traîner quelqu'un, prendre quelqu'un en charge. Et donc, on est venu à essayer différentes choses, et notamment comment se servir d'un fauteuil, essayer de le détourner avec le personnel soignant qui s'est prêté vraiment au jeu. Et ça a été aussi très important pour eux de voir que grâce à leur fauteuil, grâce à cette machine, ils pouvaient arriver à justement prendre quelqu'un en charge et le porter. Et c'était quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais fait. Donc ça a été aussi un moment assez joyeux d'expérimentation et très ludique autour de la posture assise en mouvement. Puisque justement, avec la force du fauteuil, puisque ça peut être vécu comme une contrainte sur scène, mais la force du fauteuil, c'est qu'on a pu réellement créer des sortes de ballets de personnes assises qui, comme ça, pouvaient balayer l'espace et balayer l'œil aussi du spectateur, tout en entraînant aussi les autres dans la danse. C'est ça. C'est Et très alors, beau aussi. oui, absolument. Et alors maintenant, cette démarche quand même n'est pas sans lien avec ta nouvelle création qui s'appelle Tout ce fracas et que tu es d'ailleurs revenu répéter au TLA au mois de septembre. De quoi s'agit-il ? Alors, complètement, en fait, c'était, on va dire, toutes ces recherches autour du corps empêché, autour du handicap physique que j'ai initié d'ailleurs au foyer du Vert-Galant, a été, on va dire, un premier pied à l'étrier pour aller vers cette création Tout ce fracas, qui est une création, donc cette fois-ci professionnelle, et que j'avais, on va dire, une envie de créer depuis, ça fait maintenant 2-3 ans que je sais que cette création est dans les starting blocks, et j'avais pour ce faire besoin d'aller vers un temps de recherche, d'expérimentation, essayer de récolter aussi un peu ce que j'appelle ces récits de corps, pour ne pas que ça reste uniquement dans l'intellect, mais que ça puisse passer vraiment dans la réalité du corps. Et donc, toutes ces recherches dansées m'ont donné envie d'aller vers, on va dire, une équipe à l'image de toutes ces recherches, donc qui soit porteuse d'un handicap ou non. Et donc, ça a donné pour l'instant Tout ce fracas, qui est une rencontre entre 4 personnes, un musicien et 3 danseuses, dont une qui est en situation de handicap, Magali Sabi, qui est donc une danseuse professionnelle qui danse en fauteuil puisqu'elle est infirme moteur cérébrale. Donc elle souffre de spasticité des membres inférieurs notamment, donc elle ne peut pas aller jusqu'à marcher. Et donc cette question du fauteuil, elle a été réinvestie également sur cette création. Oui, mais finalement, au cours du processus de création avec Magali, tu en viens à une chose qui est de se détacher de la contrainte de l'assise et du fauteuil avec elle. Alors pourquoi et qu'est-ce que cela implique du point de vue du corps et de la chorégraphie ? Alors ouais, justement, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. C'est au cours première semaine de recherche dans cette nouvelle création qu'on a au fur et à mesure abandonné le fauteuil. Finalement, Magali danse avec nous dans cette interdépendance des corps. En fait, elle est vraiment avec les danseuses au plateau, et on a découvert qu'elle en faisait d'autant plus partie sans le fauteuil. Alors, Magali, en fait, au début, c'était vraiment vécu comme on va dire, un réel plus d'avoir ce fauteuil, de pouvoir se déplacer. Et puis finalement, c'est avéré la lourdeur aussi de l'objet qui est souvent vecteur, on va dire, d'une certaine lecture de la personne. Et depuis qu'on l'oublie, c'est-à-dire qu'il n'est même plus dans l'image, on le met vraiment à l'extérieur de la scène. Voilà, il y a un rapport beaucoup plus on va dire d'égal à égal qui se met en place et qui était beaucoup plus, on va dire, à propos pour cette création. Merci beaucoup Silver. Bien sûr, on va se précipiter à Mi-Cadence à Paris les 8 et 9 février pour venir voir Tout ce fracas dans le cadre du festival Faits divers. Et puis bien sûr, au mois d'avril, on aura un extrait de L'écho d'un infini avec l'IME de Blanc-Ménil de Jean-Marc Ittard. On attend la date, on vous tient très vite au courant. Merci beaucoup Silver, à très bientôt. À bientôt. Et on retrouve toutes les infos sur la compagnie Lamento dans la description de la vidéo.
En septembre 2017, la chorégraphe Sachi Noro est en résidence au Théâtre Louis Aragon. Sachi nous propose dans 3D Danse dehors dedans, l'ouverture de saison du TLA, le spectacle Sillas. Alors pour les hispaniques, vous le savez, pour les autres, sachez-le, Sillas ça veut dire chaise en espagnol. Et c'est avec cet objet qui devait un agrès que Sachi évolue dans le spectacle. Et elle n'est d'ailleurs pas seule puisqu'elle propose à des habitants, complices du TLA, de travailler et de jouer dans la première partie du spectacle. Une expérience qui a marqué Christine et elle en parle encore aujourd'hui. Écoutez son témoignage. Au départ, l'idée c'était de faire des ateliers. Il y a eu 2 ateliers, une répétition générale et puis le spectacle. Sur la scène du TLA, nous avons fait des mouvements, des échauffements, des mouvements de cohésion de groupe et nous devions élaborer chacun, toujours assis sur notre chaise. Nous avons dû réfléchir à des mouvements, des positions, des attitudes pour représenter un certain langage, pour ensuite pouvoir l'intégrer à la chorégraphie. Et ensuite, Sachi nous a appris un certain mouvement qu'on devait faire tous ensemble à un moment donné. Et tout ça accompagné par un artiste, un musicien chilien. La représentation a eu lieu sur le parvis du TLA. C'était assez énigmatique, en fait, quand on assistait à ce spectacle, je pense, parce que d'une part, c'était assez particulier de voir un spectacle avec une chaise, hein, tout ce qu'on pouvait faire autour de cet objet du quotidien tout à fait banal qu'on a tous chez nous et qui a un grand pouvoir évocateur aussi parce qu'en fait, à certains moments, on nous avait demandé de réfléchir et puis d'abord de choisir une chaise et puis on devait avoir écrit un petit texte pour expliquer ce que cette chaise représentait pour nous ou la chaise en général, ce que ça pouvait représenter pour nous, sachant que bon, il y a plein de choses à dire, on n'imagine pas, mais il y a plein de choses à dire parce qu'une chaise, bon, c'est un objet du quotidien, mais une chaise vide, ça représente l'attente, ça peut représenter l'absence. Une chaise vide au milieu d'une esplanade, ça représente aussi c'est quelque chose d'assez peut-être angoissant, mais par contre, une chaise d'école, voilà, la chaise de cuisine, la chaise. Donc, il y a vraiment toute une réflexion qu'on a fait à propos de la chaise, moi, qui m'a bien plu. Je sais que, par exemple, moi, j'ai choisi une chaise rétro, un peu rétro en bois. Donc, ben voilà, donc moi, j'avais dit, bon, le bois, bon, bah, c'est l'arbre, c'est le printemps, c'est le renouveau. Par contre, bon, ben, rétro, c'est le passé, c'est la mémoire. Enfin, voilà, on peut développer un tas d'idées comme ça. C'était tout à fait intéressant. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était d'assister au processus d'élaboration d'une chorégraphie ou d'une œuvre comme ça collective. Et c'était tout à fait touchant et tout à fait vraiment, vraiment très intéressant de vivre cette expérience, voilà, de ce projet participatif avec des gens qu'on ne connaît pas, partir comme ça à l'aventure pour arriver à quelque chose de bien, parce que je pense que c'était beau. Enfin, je suis assez fière de ce qu'on a fait. Je trouve que c'était poétique, énigmatique, et puis un petit peu, voilà, un ensemble qui était tout à fait beau. Voilà. Merci d'avoir suivi ce 19h du vendredi 4 décembre, c'est ça, on est le 4 Nathalie, on se retrouve jeudi prochain, spécial danse jeudi prochain. Jeudi prochain, Nathalie, merci beaucoup. Merci Vincent. On se quitte avec la Yes We Dance de Silver Lamotte. Merci beaucoup à donc Silver Lamotte, Nathalie Schulman, Christine aujourd'hui pour l'émission. Merci à Alan et Clément à la réalisation. On se retrouve donc lundi, ce sera la dernière semaine du 19h de Radio TLA. En attendant, soyez prudents, soyez patients, on revient lundi. Très bon week-end, salut. Crush what you